Mon fiancé a fait écrire ses vœux de mariage par son meilleur ami. Je les lui ai fait lire lors du divorce. Julien et moi étions ensemble depuis 5 ans lorsqu'il m'a demandé en mariage. C'était parfait. Il m'a emmené sur la plage où nous nous étions rencontrés pour la première fois, près de Biarritz. Il a mis un genou à terre au coucher du soleil et a prononcé les mots les plus magnifiques sur la façon dont j'avais changé sa vie. Il a pleuré. J'ai pleuré. Tout le monde sur la plage a applaudi. Il avait écrit tout un discours sur le fait qu'il m'aimait depuis le premier instant et qu'il voulait passer chaque jour à me rendre heureuse. Je pensais épouser l'homme le plus romantique du monde. Nous avons planifié le mariage pendant 1 an. Je me suis occupé de la majeure partie de l'organisation parce que Julien disait qu'il faisait confiance à ma vision. Il voulait juste se présenter et m'épouser. Il a cependant choisi ses garçons d'honneur. Son meilleur ami, Antoine, était évidemment son témoin. Ils étaient amis depuis le collège. Antoine était toujours là. Chaque rendez-vous amoureux se transformait en sortie à 3. Chaque vacances incluait Antoine. Julien disait que j'étais jalouse quand je demandais du temps en couple. Il disait que les femmes sûres d'elles ne voyaient pas d'inconvénient à ce que leur homme ait des amis. 2 mois avant le mariage, j'étais stressé par l'écriture de mes vœux. J'avais écrit 12 brouillons et rien ne me semblait assez bien. Je voulais qu'ils soient parfaits. Julien a dit qu'il avait déjà fini les siens et que je les adorerais. Il a dit qu'il travaillait dessus depuis le jour de nos fiançailles. Cela m'a rassuré. Il prenait cela au sérieux. La semaine avant le mariage, Antoine s'est saoulé à l'enterrement de vie de garçon et m'a appelé. Il riait en disant que Julien lui en devait une belle. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'écrire des vœux de mariage était plus difficile que ses dissertations universitaires. J'ai demandé de quoi il parlait. Il a dit que Julien lui avait payé 500 € pour écrire les vœux parce que Julien disait que les trucs émotionnels n'étaient pas son truc. Antoine trouvait hilarant que je pleure sur des mots que Julien n'avait même pas écrits. J'ai raccroché et j'ai confronté Julien. Il a dit qu'Antoine était ivre et qu'il plaisantait. Il m'a montré les vœux sur son téléphone et a dit qu'il avait écrit chaque mot. Ils étaient magnifiques. Tout sur notre parcours ensemble. Comment je le complétais. Comment il avait hâte de voir notre avenir. Il s'est entraîné à les lire et est devenu émotif. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Le jour du mariage est arrivé. 200 invités, un lieu magnifique en Provence, tout était parfait. Quand est venu le temps des vœux, je suis passé en premier. J'ai ouvert mon cœur sur notre histoire d'amour. J'ai fait pleurer tout le monde. Je pensais chaque mot. Puis Julien a sorti son téléphone. Il a dit qu'il voulait que les mots soient exacts. Il a commencé à lire et ils étaient magnifiques. Mais quelque chose clochait. Le langage ne ressemblait pas à Julien. Il n'utilisait jamais de mots comme « éthéré » ou « sérendipité » dans la vraie vie. Puis il a trébuché sur le mot « amalgamation » et l'a mal prononcé. Julien avait un master. Il connaissait ce mot, à moins qu'il ne l'ait jamais vu auparavant. J'ai regardé Antoine. Il remuait les lèvres en même temps que les mots. Il connaissait par cœur chaque mot de mes vœux de mariage. Les vœux que mon mari me lisait à notre mariage. J'ai continué à sourire pendant la cérémonie, mais à l'intérieur, je mourais. Mon mari ne pouvait même pas écrire ses propres vœux de mariage. Les mots les plus importants de notre relation, et il les avait externalisés comme une présentation professionnelle. À la réception, les gens n'arrêtaient pas de complimenter Julien sur ses vœux magnifiques. Il acceptait chaque compliment comme s'il les avait mérités. Sa mère a pleuré, lui disant qu'elle ne savait pas qu'il était un tel poète. Son père a dit qu'il était fier que Julien puisse exprimer ses sentiments. Antoine a fait un discours de témoin sur la façon dont Julien savait toujours quoi dire pour obtenir ce qu'il voulait. Il a même fait un clin d'œil à Julien en le disant. Pendant notre première danse, Julien a chuchoté qu'il pensait chaque mot des vœux. J'ai demandé quel mot spécifiquement. Il ne pouvait pas se souvenir d'une seule phrase sans regarder son téléphone. Il n'avait rien mémorisé parce qu'il ne signifiait rien pour lui. C'était juste des mots qu'Antoine avait écrits pour de l'argent. J'en ai découvert plus pendant la lune de miel. Julien n'avait pas écrit le discours de la demande en mariage non plus. Antoine avait écrit ça aussi, pour 300 €. Chaque lettre d'amour que Julien m'avait jamais donnée venait d'Antoine. Chaque texto romantique qui m'avait fait tomber plus amoureuse. Tout venait d'Antoine. Julien donnait juste l'idée générale à Antoine, et Antoine rendait ça beau.
Les cartes d'anniversaire, les publications sur les réseaux sociaux pour nos anniversaires, le poème qu'il avait soi-disant écrit quand mon père est mort. Tout venait d'Antoine. Julien avait payé son meilleur ami pour être romantique à sa place pendant toute notre relation. J'ai confronté Antoine le dernier soir de notre lune de miel alors que Julien s'était évanoui, ivre mort, et il a fondu en larmes, admettant qu'il était amoureux de moi depuis le jour où Julien nous avait présentés. Et chaque beau mot qu'il avait écrit était en fait ce qu'il ressentait pour moi. Il m'a montré son téléphone avec 5 ans de messages non envoyés qui m'étaient destinés, y compris un de ce matin-là disant que Julien m'avait seulement épousé parce que son fonds de fiducie exigeait qu'il soit marié avant 30 ans pour hériter. Quand Julien s'est réveillé et nous a trouvés en train de parler, il a vu le téléphone d'Antoine dans ma main, l'a saisi et l'a jeté du balcon de l'hôtel. Mais pas avant que je ne me sois déjà transféré l'enregistrement qu'Antoine avait secrètement fait de Julien, expliquant exactement comment il prévoyait de divorcer dans 2 ans une fois le fonds de fiducie débloqué. Je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai écouté Julien frapper à la porte de la chambre d'hôtel pendant 20 minutes d'affilée. Il n'arrêtait pas de dire que nous devions parler, qu'il pouvait tout expliquer, qu'Antoine mentait parce qu'il était jaloux. Je me suis assise sur le carrelage froid avec mon téléphone et j'ai écouté l'enregistrement 3 fois pour m'assurer qu'il était réel. La voix de Julien était claire comme de l'eau de roche, disant à Antoine qu'épouser n'était qu'une décision d'affaires pour obtenir son fonds de fiducie et qu'il divorcerait dans 2 ans une fois l'argent débloqué. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout me transférer. L'enregistrement a été envoyé à 3 comptes email différents et sur mon stockage cloud. Ensuite, j'ai parcouru chaque message texte entre Julien et Antoine que j'avais pu trouver sur les preuves qu'Antoine m'avait montrées avant que Julien ne jette son téléphone du balcon. Des captures d'écran de demande de paiement. Des captures d'écran de Julien demandant à Antoine d'écrire des messages d'anniversaire. Des captures d'écran de Julien copiant et collant littéralement les mots d'Antoine dans des textos pour moi. J'ai tout sauvegardé. Les coups de Julien devenaient plus forts et je l'ai entendu supplier la gérante de l'hôtel d'ouvrir ma porte. Une voix de femme lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça sans ma permission. Je suis sorti de la salle de bain et je lui ai dit à travers la porte que je voulais être déplacé dans une autre chambre à un étage différent et que je ne voulais pas que mon mari sache laquelle. Elle a dit qu'elle organiserait cela immédiatement. Julien a commencé à pleurer et à dire qu'il m'aimait. Je lui ai demandé quels mots il voulait utiliser pour me dire ça, ces mots ou ceux d'Antoine. Il est devenu silencieux. La gérante de l'hôtel est revenue 15 minutes plus tard avec un agent de sécurité et ils m'ont déplacé dans une chambre au 3e étage pendant que Julien ne regardait pas. J'ai commandé le service d'étage pour le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain parce que je ne pouvais pas affronter l'idée de sortir et de risquer de le croiser. J'ai passé 2 jours entiers dans cette chambre à passer en revue 5 ans de messages, de mails et de cartes. Chaque chose romantique que Julien m'avait jamais dite portait l'empreinte d'Antoine. Le discours de la demande en mariage comportait des phrases entières qu'Antoine avait postées sur son propre Instagram des mois avant que Julien ne fasse sa demande. Le poème que Julien avait soi-disant écrit à la mort de mon père était en fait une version modifiée d'un poème qu'Antoine avait écrit pour un cours à l'université. J'ai trouvé l'original sur le vieux blog d'Antoine. Tout était faux. Tout. Sur le vol de retour, je me suis enregistré en ligne et j'ai changé mon siège pour l'avant de l'avion. Julien avait toujours les sièges que nous avions réservés ensemble vers l'arrière. Je suis arrivé tôt à l'aéroport et j'ai passé la sécurité rapidement pour ne pas avoir à le voir à la porte d'embarquement. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai mis mes écouteurs et fermé les yeux. À mi-chemin du vol, une hôtesse de l'air m'a tapé sur l'épaule et m'a tendu une serviette en papier plié. Elle a dit que le monsieur au siège 24B lui avait demandé de me la donner. J'ai regardé la serviette et je l'ai mise dans la pochette du siège sans la lire. Elle est revenue 10 minutes plus tard avec une autre. J'ai fait la même chose. Au moment où nous avons atterri, elle m'avait apporté 6 serviettes au total, et je n'en avais pas lu une seule. Quand nous avons atterri, j'ai attrapé mon bagage à main et je suis descendu de l'avion avant que Julien ne puisse me rattraper. J'ai pris un taxi pour rentrer, même si nous avions prévu de partager un trajet. L'appartement semblait différent quand je suis entré. Tout avait l'air pareil, mais je ne supportais pas d'être là en sachant que Julien arriverait bientôt. Il est entré environ 1 heure après moi et a immédiatement commencé à dire que nous devions discuter des choses rationnellement. Je lui ai dit qu'il avait exactement 1 heure pour emballer ce dont il avait besoin et partir. Il a dit que j'étais folle et que je réagissais de manière excessive. J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone. Sa voix a rempli l'appartement, parlant de l'exigence du fonds de fiducie et du calendrier du divorce. Son visage est devenu complètement livide.
Il a essayé d'attraper mon téléphone, mais je l'ai reculé et lui ai dit que j'avais des copies partout, et que s'il me touchait, j'appellerais la police. Il a commencé à pleurer et à dire qu'Antoine avait tout inventé, qu'Antoine était amoureux de moi et essayait de détruire notre mariage. Je lui ai demandé pourquoi Antoine aurait un enregistrement de lui disant ces mots exacts avec sa voix exacte. Il n'avait aucune réponse. Il a fait 2 valises et est parti. J'ai changé les serrures le jour même si le bail était à nos 2 noms. Je me suis dit qu'il pouvait me poursuivre s'il le voulait, mais je ne le laisserai pas rentrer. Sa mère a commencé à m'appeler vers l'heure du dîner. J'ai regardé mon téléphone s'allumer encore et encore avec son nom. 17 appels en 3 heures. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai envoyé un texto à Manon à la place et lui ai dit que j'avais besoin d'elle. Elle a demandé ce qui s'était passé et j'ai dit que j'expliquerais en personne. Elle est arrivée 40 minutes plus tard avec un sac de nuit et 2 bouteilles de vin. Nous nous sommes assises sur mon canapé et je lui ai tout raconté depuis le début. Les faux vœux, les communications payées, les aveux d'Antoine, le fonds de fiducie, l'enregistrement, tout. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, elle a ouvert la première bouteille de vin et nous a versé à toutes les 2 d'énormes verres. Elle est restée avec moi pendant 4 jours d'affilée, dormant sur mon canapé, commandant des plats à emporter et me laissant pleurer chaque fois que j'en avais besoin. Le 3e jour, nous avons commencé à passer en revue tout ce que Julien m'avait jamais donné. Chaque carte, chaque lettre, chaque email imprimé qu'il m'avait envoyé quand nous étions dans une relation à distance pendant un été. Manon avait toujours été douée pour l'analyse littéraire grâce à son diplôme d'anglais, et elle a commencé à souligner des motifs, certaines phrases qu'Antoine utilisait, certaines structures de phrases. Nous avons consulté les réseaux sociaux d'Antoine et trouvé les mêmes phrases dans ses publications d'il y a des années. Le discours de la demande en mariage comportait un paragraphe entier qui était presque mot pour mot tiré d'une publication qu'Antoine avait faite sur le fait de trouver le véritable amour. Elle datait de 8 mois avant que Julien ne fasse sa demande. Nous avons fait un tableau documentant tout. La sœur de Manon avait divorcé il y a 2 ans et avait fait appel à une avocate nommée Sophie Durand, qui, selon Manon, était dure et intelligente. J'ai appelé le cabinet de Maître Durand et obtenu un rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai passé toute cette semaine à tout imprimer. L'enregistrement a été transcrit et imprimé. Chaque message texte a été capturé et imprimé. Chaque email, chaque carte, chaque publication sur les réseaux sociaux qui correspondait aux soi-disant mots de Julien. Je me suis présenté au cabinet de Sophie avec un classeur de preuve de 7 cm d'épaisseur. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être vers la fin de la trentaine, avec un regard perçant et un tailleur coûteux. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre une seule fois. Je lui ai fait écouter l'enregistrement et j'ai vu son visage devenir plus sérieux à chaque mot. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise et a dit que c'était l'un des cas de fraude les plus clairs qu'elle ait jamais vus. Elle a expliqué qu'épouser quelqu'un sous de faux prétextes, surtout pour un gain financier, pouvait constituer une fraude et pourrait même invalider complètement le mariage. L'angle du fonds de fiducie rendait la chose particulièrement grave car cela montrait une tromperie préméditée pour un bénéfice monétaire. Elle a dit que nous pourrions potentiellement plaider pour une annulation plutôt que pour un divorce, ce qui signifierait que le mariage n'a jamais légalement existé du tout. J'ai demandé ce que cela signifierait pour Julien et son fonds de fiducie. Elle a souri et a dit que c'était son problème, pas le mien. 3 jours après ma rencontre avec Sophie, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement à 8 heures du matin. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu le père de Julien, Thierry, debout là dans un costume d'affaires. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il a dit qu'il voulait parler de Julien et moi et trouver un moyen d'avancer. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de chemin pour avancer. Il a dit que Julien m'aimait vraiment et qu'il avait juste du mal à exprimer ses émotions, qu'il avait toujours été comme ça depuis qu'il était petit. J'ai demandé à Thierry s'il était au courant de l'exigence du fonds de fiducie. Il a regardé ses chaussures. Cela m'a tout dit. Je lui ai redemandé directement s'il savait que Julien devait être marié avant 30 ans pour hériter. Thierry m'a regardé et a dit oui. La famille connaissait cette exigence depuis des années. Il a dit qu'ils avaient été soulagés quand Julien avait finalement trouvé quelqu'un avec qui se poser. Il a vraiment dit, quelqu'un de gentil comme moi, comme si je devais être flatté qu'il m'ait choisi comme épouse commode. Je lui ai dit de partir et je lui ai claqué la porte au nez. J'ai appelé le cabinet de Sophie le lendemain matin et lui ai demandé si elle connaissait de bons détectives privés. Elle m'a donné 3 noms et j'ai choisi le premier. Un type nommé Luc Martin qui travaillait dans un petit bureau en centre-ville.
Je l'ai rencontré cet après-midi-là et je lui ai montré tout ce que j'avais. Il a parcouru l'enregistrement du fonds de fiducie 2 fois et a pris des notes sur un bloc-notes jaune. Il a dit qu'il pouvait vérifier les détails du fonds de fiducie et fouiller dans l'historique financier de Julien pour voir s'il y avait d'autres surprises cachées. Cela me coûterait 1 400 € pour l'enquête de base. Je n'ai pas hésité. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Luc m'a appelé 4 jours plus tard et m'a demandé de venir à son bureau. Il avait un dossier Mani sur son bureau qui semblait faire environ 5 cm d'épaisseur. Il l'a ouvert et a commencé à sortir des relevés bancaires avec des sections surlignées. Le fonds de fiducie était réel et il valait plus de 3 millions d'euros. Julien y aurait accès 30 jours après son 30e anniversaire, ce que Luc avait calculé être dans exactement 7 semaines. Cela expliquait pourquoi Julien avait été si désespéré de se marier à ce moment-là. Nous étions ensemble depuis 5 ans, mais il m'a soudainement demandé en mariage 8 mois avant son anniversaire et a insisté pour des fiançailles courtes. Je pensais qu'il était juste excité de m'épouser. Luc a sorti d'autres papiers et m'a montré quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il avait obtenu les relevés bancaires de Julien remontant à 5 ans et avait trouvé des paiements mensuels à Antoine allant de 2 cents à 800 €. Chacun était étiqueté comme « frais de consultation ». Luc les avait tous additionnés. Plus de 30 000 € dépensés pour externaliser toute notre relation. 30 000 € pour payer quelqu'un d'autre pour prétendre que Julien avait des sentiments. Je suis resté assise là à regarder les chiffres et je me suis senti complètement engourdi. Luc a demandé si j'allais bien et je lui ai dit que ça allait, ce qui était un mensonge. J'ai pris le dossier et je suis rentré chez moi dans un brouillard. Cette nuit-là, j'ai reçu une notification sur Instagram indiquant que quelqu'un m'avait envoyé une demande de message. C'était Antoine. J'ai failli l'effacer sans lire, mais la curiosité l'a emporté. Il avait écrit ce long message sur le fait qu'il n'avait jamais voulu me blesser, et que ses sentiments étaient réels, même si ceux de Julien ne l'étaient pas. Il a dit qu'il était amoureux de moi depuis 5 ans, et que chaque mot qu'il avait écrit venait de son cœur. Il a dit qu'il savait que je le détestais probablement, mais qu'il avait besoin que je sache la vérité. Je l'ai lu 2 fois et ensuite je l'ai bloqué sur Instagram. Ensuite, je suis allé sur Facebook, Twitter et toutes les autres plateformes auxquelles je pouvais penser et je l'ai bloqué sur toutes. Je ne pouvais pas gérer sa culpabilité en plus de tout ce que je traitais déjà. Ses sentiments n'avaient plus d'importance parce qu'il avait quand même aidé Julien à me mentir pendant 5 ans. 3 jours plus tard, Sophie a appelé et a dit qu'elle avait déposé une demande d'annulation au lieu d'un divorce ordinaire. Elle a expliqué qu'une annulation signifierait que le mariage n'a jamais légalement existé parce qu'il était basé sur la fraude. Je n'aurais jamais épousé Julien si j'avais su la vérité sur ses motivations et sa tromperie. L'enregistrement du fonds de fiducie montrait clairement qu'il s'agissait d'une fraude à des fins financières. Sophie a dit que c'était un cas plus solide que de simplement demander le divorce et que cela pourrait en fait affecter la capacité de Julien à hériter de l'argent. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a dit que certains fonds de fiducie ont des clauses sur la fraude ou l'activité criminelle. Si le mariage était déclaré frauduleux, les administrateurs du fonds pourraient décider que Julien n'a pas réellement rempli l'exigence de mariage de bonne foi. 2 jours après cela, Sophie a rappelé. La famille de Julien avait engagé un avocat qu'il avait contacté pour essayer de négocier. Il m'offrait un règlement en espèces pour abandonner l'annulation et simplement demander un divorce ordinaire à la place. Ils étaient clairement inquiets pour le fonds de fiducie. Sophie a dit que nous devrions nous rencontrer pour en discuter. Je suis allé à son cabinet le lendemain matin et elle avait l'offre de règlement imprimée. 50 000 € pour abandonner l'annulation et divorcer discrètement. Je pourrais avoir l'argent dans les 2 semaines si j'acceptais leurs conditions. Sophie s'est adossée à sa chaise et a dit « Nous pourrions probablement demander plus d'argent si je le voulais, mais la question la plus importante est de savoir quel résultat je voulais vraiment. Est-ce que je voulais de l'argent ou est-ce que je voulais que Julien subisse les conséquences ?» J'ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes. Je ne voulais pas juste de l'argent. Je voulais que Julien comprenne qu'il ne pouvait pas acheter sa sortie de ce qu'il avait fait. Je voulais que sa famille s'inquiète pour leur précieux fonds de fiducie. Je voulais de vraies conséquences. J'ai dit à Sophie de procéder à l'annulation et de les laisser s'inquiéter. Elle a souri et a dit qu'elle ferait savoir à leur avocat que nous n'étions pas intéressés par un règlement. La semaine suivante, j'étais au travail en train de déjeuner dans ma voiture parce que je ne pouvais pas affronter la cafétéria et Julien s'est présenté sur le parking. Je l'ai vu marcher vers ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Il a commencé à frapper à ma fenêtre et à dire mon nom. Les gens regardaient.
Il me suppliait de reconsidérer et disait que nous pouvions arranger ça. J'ai appelé l'accueil et je leur ai dit d'envoyer la sécurité sur le parking. 2 agents de sécurité sont sortis et ont dû physiquement raccompagner Julien à sa voiture pendant qu'il continuait de se retourner et de crier qu'il m'aimait. Mes collègues ont tout vu. J'étais complètement mortifié. Tout le monde saurait que mon mariage s'était effondré après 2 semaines. Je ne pouvais même pas regarder quelqu'un quand je suis retourné à l'intérieur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Je n'arrêtais pas de tout rejouer et de remettre en question chaque relation que j'avais jamais eue. Comment pouvais-je faire confiance à mon propre jugement sur les gens alors que je m'étais si complètement trompé sur Julien? J'ai appelé ma compagnie d'assurance le lendemain matin et j'ai demandé une liste de thérapeutes. Ils m'ont donné 5 noms et j'en ai choisi une nommée Claire Rousseau qui avait le premier rendez-vous disponible. Je l'ai rencontrée 2 jours plus tard dans un petit bureau avec des fauteuils confortables et des boîtes de mouchoirs partout. Je lui ai raconté toute l'histoire et j'ai pleuré pendant la majeure partie. Elle a écouté sans m'interrompre et a ensuite dit quelque chose qui m'a vraiment aidé. Elle a dit que la tromperie de Julien ne voulait pas dire que j'étais stupide ou que mes sentiments n'étaient pas réels. Mes sentiments étaient authentiques, même si les siens étaient faux. J'aimais la personne que je pensais qu'il était, et cette personne n'a jamais existé. Mais mon amour était quand même réel. Ce n'était pas ma faute. Pendant notre 2e séance, Claire m'a demandé ce qui me mettait le plus en colère. J'ai commencé à dire l'argent ou les faux vœux, mais je me suis arrêté. Ce n'était pas ça. Ce qui me rendait furieuse, c'était que Julien m'avait volé 5 ans de ma vie où j'aurais pu être avec quelqu'un qui m'aimait vraiment. Il a pris ma vingtaine et l'a utilisée comme un espace réservé jusqu'à ce qu'il puisse encaisser. J'aurais pu rencontrer quelqu'un de réel. J'aurais pu avoir une vraie relation. Au lieu de cela, j'ai perdu 5 ans à être une case à cocher sur les exigences d'héritage de Julien. Ces années étaient parties, et je ne pouvais pas les récupérer. Luc m'a appelé 3 jours plus tard avec quelque chose qu'il avait trouvé lors de son enquête. Antoine voyait un thérapeute depuis des années, et le tribunal avait réquisitionné ses dossiers dans le cadre de la construction de notre dossier. J'ai rencontré Luc dans un café pour passer en revue ce qu'il avait découvert, et il a étalé les documents sur la table entre nous. Les notes du thérapeute montraient qu'Antoine luttait avec ses sentiments pour moi depuis le jour où Julien nous avait présenté. Il était allé en thérapie spécifiquement parce qu'il se sentait coupable d'aider Julien à me mentir, mais ne pouvait pas s'empêcher de continuer parce qu'écrire ces mots signifiait rester connecté à moi d'une manière ou d'une autre. Chaque note de séance mentionnait le même conflit encore et encore. Il savait que ce qu'il faisait était mal, mais il m'aimait, et être le prête-plume de Julien était le seul moyen de faire partie de ma vie. Le thérapeute avait apparemment suggéré à plusieurs reprises qu'Antoine devrait me dire la vérité ou arrêter d'écrire pour Julien, mais Antoine trouvait toujours des raisons de ne pas le faire. Lire ces notes m'a rendu malade parce que cela signifiait qu'Antoine avait sciemment participé à me tromper pendant 5 ans tout en comprenant parfaitement à quel point c'était mal. Luc a dit que cette preuve serait puissante au tribunal car elle montrait que la tromperie n'était pas simplement négligente. Elle était calculée et soutenue sur une longue période malgré le fait que le propre thérapeute d'Antoine lui disait d'arrêter. Le développement majeur suivant est survenu lorsque Robert a fait sa déposition pour l'affaire. Robert était l'administrateur du fonds de fiducie de Julien et Sophie l'avait fait venir pour témoigner sur l'exigence du mariage. J'ai assisté à la déposition par appel vidéo, regardant Sophie l'interroger sur les termes du fonds. Robert a expliqué que le grand-père de Julien avait mis en place le fonds avec des exigences spécifiques conçues pour s'assurer que Julien se poserait et prendrait ses responsabilités dans la vie. L'exigence du mariage était censée encourager Julien à trouver une partenaire et à construire une vie stable avant d'avoir accès à des millions d'euros. Robert semblait en fait mal à l'aise en parlant de ça, comme s'il comprenait l'ironie de ce qui s'était passé. Sophie lui a demandé directement si les créateurs du fonds avaient l'intention que Julien épouse quelqu'un sous de faux prétextes uniquement pour respecter une échéance. Robert a dit « Non, l'intention était que Julien s'engage sincèrement envers une autre personne et fasse preuve de maturité. » Le but était de s'assurer que Julien ne soit pas juste un gosse de riche gaspillant de l'argent, mais qu'il ait une partenaire avec qui partager sa vie. Sophie l'a remercié et a mis fin à la déposition, puis m'a appelé ensuite pour dire que son témoignage était parfait parce qu'il montrait que Julien avait complètement raté le but de l'exigence. Julien avait traité le mariage comme juste une autre case à cocher, exactement l'opposé de ce que son grand-père voulait. Cette même semaine, la mère de Julien a finalement réussi à me joindre au téléphone. J'ignorais ses appels, mais elle a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, et j'ai répondu sans réfléchir. Elle a commencé immédiatement, me disant que j'étais égoïste et vindicative en poursuivant l'annulation.
Elle a dit, chaque mariage a des problèmes, et tu jettes un homme bien pour des problèmes de communication. J'ai ri aux éclats à cela, ce qui l'a rendu plus en colère. Elle a élevé la voix et a dit que j'étais dramatique et immature, que le mariage demande du travail, et que j'abandonnais au premier signe de trouble. Elle m'a dit que Julien était dévasté, qu'il perdait du poids et ne pouvait pas dormir, et que c'était ma faute si je refusais de lui pardonner. Elle a dit que son père lui avait appris que les actions comptent plus que les mots et que Julien avait montré par ses actions qu'il tenait à moi en restant fidèle et en subvenant à mes besoins. Je l'ai laissé finir tout son discours avant de répondre. Je lui ai dit que son fils avait payé un autre homme pour faire semblant de m'aimer pendant 5 ans afin qu'il puisse hériter de l'argent. J'ai dit que si elle pensait que c'était juste un problème de communication, alors je comprenais exactement où Julien avait appris ses valeurs. J'ai expliqué que Julien m'avait traité comme une transaction commerciale, qu'il avait calculé exactement combien d'argent il devait dépenser en fausses romances pour avoir accès à son fonds de fiducie. Je lui ai demandé si elle aurait voulu que le père de Julien externalise chaque moment romantique de leur relation à un écrivain payé. J'ai demandé si elle accepterait de découvrir que tout son mariage était basé sur les mots et les sentiments de quelqu'un d'autre. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a dit que je déformais tout pour faire passer Julien pour le méchant. Elle a dit que j'étais cruel et déraisonnable. Puis elle m'a raccroché au nez. Je suis resté assise là, tenant mon téléphone, et j'ai réalisé que toute la famille de Julien était exactement comme lui. Il se souciait plus des apparences et de l'argent que de l'honnêteté réelle ou des vrais sentiments. Manon s'est présentée à mon appartement ce week-end-là et a annoncé qu'elle m'emmenait sortir. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à aller nulle part, mais elle a dit que je me cachais depuis des semaines et que j'avais besoin de quitter l'appartement avant de devenir folle. Elle a choisi des vêtements pour moi pendant que je protestais, puis m'a physiquement poussé vers la douche. 1 heure plus tard, nous étions dans notre bar préféré, celui où nous allions à l'université. C'était bizarre d'être de retour là-bas après tout ce qui s'était passé. Mais Manon nous a commandé des verres et m'a fait rire avec des histoires sur ses rendez-vous terribles du mois dernier. Pendant quelques heures, je me suis senti presque normal, comme si je pouvais avoir une vie après tout ça. Nous en étions à notre 3e tournée quand un couple à la table voisine a commencé à faire une scène. Le type a mis un genou à terre et a sorti une bague, faisant tout un discours sur le fait qu'elle était son âme sœur et qu'il voulait passer l'éternité avec elle. Tout le monde dans le bar a commencé à applaudir et à crier de joie. La femme pleurait et disait oui encore et encore. Je les ai regardés s'embrasser et se serrer dans les bras et soudain, je ne pouvais plus respirer. Je me suis souvenu de la demande de Julien sur la plage. Les mots magnifiques qu'il avait dit qui n'étaient pas les siens. La façon dont tout le monde avait applaudi pour nous aussi. Je me suis levé si vite que j'ai renversé ma chaise. Manon m'a attrapé le bras et a demandé si ça allait, mais je me dirigeais déjà vers la porte. Je suis arrivé dehors avant de commencer à pleurer. Manon m'a suivi et m'a serré dans ses bras pendant que je sanglotais sur le trottoir. Elle n'a rien dit, elle m'a juste tenu jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. Puis elle m'a ramené chez moi et est restée dormir, et nous avons regardé des films stupides jusqu'à ce que je m'endorme. Sophie m'a appelé lundi matin avec des nouvelles concernant la date de l'audience. L'audience d'annulation était prévue pour dans 6 semaines, ce qui, selon elle, était en fait assez proche du 30e anniversaire de Julien. Elle a expliqué que le timing pourrait en fait jouer en notre faveur car cela montrerait à quel point tout était calculé. Si nous pouvions finaliser l'annulation avant l'anniversaire de Julien, il serait clair qu'il s'était précipité dans le mariage spécifiquement pour respecter l'échéance du fonds de fiducie. Sophie a dit que le juge verrait que Julien avait traité le mariage comme une échéance commerciale plutôt que comme un engagement de vie. La date de l'audience était exactement 5 jours avant que Julien n'ait 30 ans, ce qui signifiait que si les choses allaient dans notre sens, Julien serait techniquement toujours marié le jour de son anniversaire, mais l'annulation invaliderait le mariage rétroactivement. Sophie n'était pas sûre de la façon dont cela affecterait le fonds de fiducie, mais elle a dit que ce n'était pas notre problème. Notre travail était de prouver la fraude, et les administrateurs du fonds de fiducie pourraient régler le reste. Luc a rappelé quelques jours plus tard avec un autre témoin. Le colocataire d'Antoine l'avait contacté et avait proposé de témoigner de ce qu'il avait observé au fil des ans. Le colocataire a dit qu'Antoine rentrait de séances d'écriture avec Julien et se plaignait constamment de devoir écrire des choses romantiques pour quelqu'un qui ne les appréciait pas. Antoine passait apparemment des heures à rédiger le message parfait. Puis Julien le copiait et le collait simplement sans même le lire attentivement. Le colocataire a dit qu'Antoine se mettait en colère à ce sujet, disant qu'il mettait tout son cœur dans ses mots et que Julien les traitait comme des listes de courses.
Ce témoignage était important car il établissait le schéma de la tromperie et montrait que d'autres personnes savaient ce qui se passait. Cela prouvait aussi qu'Antoine était conscient que ces mots signifiaient quelque chose de réel, même si Julien ne le savait pas. Luc a dit que le colocataire semblait impatient de témoigner, comme s'il attendait que quelqu'un lui demande. Il avait apparemment dit à Antoine à plusieurs reprises d'arrêter d'aider Julien, mais Antoine ne pouvait pas se résoudre à arrêter. J'ai décidé de parcourir nos photos de mariage un après-midi alors que j'étais seul dans l'appartement. Je les évitais depuis que tout était arrivé, mais j'avais besoin de voir s'il y avait des signes que j'avais manqués. J'ai ouvert l'album et j'ai commencé à regarder chaque photo attentivement. Ce que j'ai vu m'a fait mal au ventre. Sur presque chaque photo, Antoine me regardait, pas juste un coup d'œil, mais il m'observait vraiment avec cette expression que je n'avais jamais remarquée auparavant. Sur les photos de la cérémonie, il me fixe pendant que je prononce mes vœux. Sur les photos de la réception, il me regarde danser avec Julien. Sur les photos de groupe, tout le monde regarde l'appareil photo, mais les yeux d'Antoine sont sur moi. Pendant ce temps, Julien regarde son téléphone sur la moitié des photos. Sur la photo de notre première danse, Julien regarde sa montre. Sur la photo de la découpe du gâteau, Julien regarde au-delà de moi quelque chose d'autre. C'était comme voir une histoire complètement différente de celle que je pensais avoir vécue. Le mariage dont je me souvenais était à propos de Julien et moi commençant notre vie ensemble. Mais la photo montrait Antoine m'aimant pendant que Julien comptait le temps jusqu'à ce qu'il puisse cocher le mariage de sa liste. J'ai fermé l'album et je l'ai mis dans une boîte dans le placard parce que je ne pouvais plus le regarder. Julien m'a envoyé une lettre la semaine suivante. Elle est arrivée dans une enveloppe épaisse avec mon nom écrit de sa propre main. À l'intérieur, il y avait 50 pages de papier cahier couvertes de l'écriture désordonnée de Julien. La lettre consistait en lui me suppliant de lui donner une autre chance et essayant d'expliquer comment il m'aimait vraiment, mais qu'il n'était juste pas doué avec les mots. Il a écrit sur la façon dont il avait toujours eu du mal à exprimer ses sentiments, et c'est pourquoi il avait demandé de l'aide à Antoine. Il a dit que ses sentiments étaient réels, même si les mots n'étaient pas les siens. Il a écrit qu'il pensait tout ce qu'Antoine avait écrit parce qu'Antoine comprenait ce que Julien ressentait mais ne pouvait pas dire. La lettre continuait encore et encore en répétant les mêmes idées de différentes manières. J'ai tout lu même si cela me mettait en colère. Quand j'ai fini, j'ai appelé Sophie et je lui en ai parlé. Elle a dit que nous devrions la faire analyser pour nous assurer que Julien l'avait bien écrite lui-même cette fois. Elle l'a envoyée à un expert en graphologie qui a confirmé que c'était définitivement l'écriture de Julien. Sophie a dit que cela prouvait au moins que Julien essayait, mais je lui ai dit que c'était trop peu, trop tard. Julien avait eu 5 ans pour m'écrire ses propres mots et il n'avait jamais pris la peine de le faire avant que je ne le quitte. La lettre elle-même était douloureuse à lire pour une raison différente de celle à laquelle je m'attendais. Elle était pleine de fautes d'orthographe et de phrases maladroites. Les mots étaient mal utilisés, comme s'il essayait de paraître intelligent, mais ne savait pas réellement ce que les mots signifiaient. Les phrases commençaient d'une manière et finissaient complètement différemment, comme s'il perdait le fil de ce qu'il essayait de dire. Lire la véritable écriture de Julien m'a fait réaliser à quel point la différence était grande entre ces mots et ceux d'Antoine. Chaque belle chose dont je pensais qu'elle venait du cœur de Julien était en fait l'écriture soignée et le sentiment authentique d'Antoine. Le vrai Julien pouvait à peine assembler un paragraphe clair. Il avait écrit 50 pages, et je ne savais toujours pas ce qu'il essayait réellement de dire parce que ses pensées étaient tellement brouillées et peu claires. C'était la personne que j'avais épousée, quelqu'un qui ne pouvait même pas écrire une lettre d'amour cohérente sans aide. J'ai mis la lettre dans la boîte à preuve avec tout le reste et j'ai essayé de ne pas penser à quel point j'avais été dupé. J'ai commencé à faire le tri dans l'appartement le samedi matin suivant, sortant les cadeaux de Julien des tiroirs et des placards. Le collier qu'il m'avait offert pour notre premier anniversaire reposait dans sa boîte en velours sur la commode. Je l'ai pris et je me suis souvenu avoir pleuré quand il me l'a donné, pensant que cela signifiait qu'il comprenait vraiment à quel point j'aimais les bijoux vintage. Maintenant, je savais qu'Antoine l'avait probablement choisi, ou au moins dit à Julien quoi acheter. Je l'ai remis dans la boîte et je suis passé au placard où les cadeaux d'anniversaire de Julien pour moi étaient empilés sur une étagère. 5 années de cadeaux soigneusement choisis dont je pensais qu'il montrait à quel point il me connaissait bien. Une édition originale de mon roman préféré, des billets de concert pour des groupes que j'aimais, une peinture d'un artiste que j'avais mentionné une fois en passant. Chacun d'eux provenait probablement des suggestions ou des recherches d'Antoine. J'ai tout descendu et j'ai commencé à faire des piles sur le sol du salon. Manon est arrivée vers midi avec du café et a jeté un coup d'œil au désordre couvrant chaque surface.
Elle a posé les tasses et a commencé à m'aider à trier sans rien dire. Nous avons travaillé en silence pendant plus d'1 heure, créant une pile de dons qui grandissait de plus en plus. Les seules choses que Manon a mises de côté étaient les bijoux coûteux. Elle a tenu les boucles d'oreilles en diamant que Julien m'avait offertes à Noël dernier et a haussé un sourcil. J'ai secoué la tête, mais elle a insisté, disant que Sophie lui avait dit de s'assurer que je gardais tout ce qui avait de la valeur pour les pourparlers de règlement. En fin d'après-midi, nous avions chargé 3 cartons dans la voiture de Manon pour les déposer au centre de dons. L'appartement semblait plus vide mais plus propre d'une certaine manière, comme si je lavais les parties fausses de ma vie. Mon téléphone a sonné pendant que nous scotchions le dernier carton et j'ai vu le nom de Sophie sur l'écran. Elle est allée droit au but quand j'ai répondu. L'avocat de la famille de Julien l'avait appelé ce matin-là avec une nouvelle offre de règlement. 150 000 € si j'acceptais de passer de l'annulation à un divorce ordinaire et de signer quelque chose appelé un NDA, accord de non-divulgation, sur tout ce qui s'était passé. Sophie a expliqué que cela signifiait que je ne pourrais parler à personne du fonds de fiducie ou des communications payées ou de tout ça. J'ai demandé ce qu'elle en pensait et elle a dit que l'offre augmentée signifiait qu'il devenait nerveux. Le 30e anniversaire de Julien n'était plus que dans 5 semaines et ils avaient besoin que ce soit résolu avant. Le fonds de fiducie avait des exigences de timing spécifiques et une annulation basée sur la fraude pourrait gâcher tout l'héritage si elle n'était pas finalisée à temps. J'ai dit à Sophie que j'avais besoin d'y réfléchir et j'ai raccroché. Manon a demandé ce qui n'allait pas et j'ai expliqué l'offre pendant que nous conduisions vers le centre de dons. Elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous entrions sur le parking, puis s'est tournée vers moi et m'a demandé ce que je voulais vraiment de tout ça. Je suis restée assise là à regarder les gens porter des cartons à l'intérieur et j'ai réalisé que je ne le savais plus. L'argent serait bien. Je pourrais rembourser mes prêts étudiants et peut-être faire un apport pour mon propre logement et je pourrais en finir avec tout ça et passer à autre chose avec ma vie. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être assise dans mon appartement avec Thierry pendant qu'ils parlaient de leur soulagement que Julien ait trouvé quelqu'un de gentil comme moi. Comme si j'étais juste une solution à leurs problèmes au lieu d'une personne. Comme si n'importe quelle femme décente aurait fait l'affaire tant qu'elle acceptait d'épouser Julien avant son anniversaire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rappelé Sophie. Quand elle a répondu, je lui ai dit que nous ne transigerions pas. Elle a demandé si j'étais sûr et j'ai dit oui. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas les laisser me payer pour garder le silence sur ce que Julien avait fait. Luc m'a appelé 3 jours plus tard, l'air excité. Il avait fait des recherches sur les antécédents de Julien comme Sophie l'avait demandé et avait trouvé quelque chose d'intéressant. Julien avait des profils sur 2 applications de rencontres différentes, et Luc avait réussi à obtenir des captures d'écran d'une amie qui avait matché avec lui. Dans le profil, Julien disait qu'il était séparé et en train de divorcer de sa femme folle qui ne supportait pas qu'il ait des amitiés proches. Il disait aux femmes que j'étais jalouse et contrôlante, que j'essayais de l'éloigner de son meilleur ami, que je réagissais excessivement à un comportement masculin normal. Luc a dit qu'il avait des messages où Julien disait à plusieurs femmes que j'inventais des problèmes dans notre mariage parce que je manquais d'assurance. J'ai demandé à Luc de tout envoyer à Sophie et de l'ajouter à notre dossier de preuves. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, me sentant malade. Julien réécrivait déjà l'histoire et faisait de moi la méchante dans son récit. Il racontait probablement à tous ceux qui voulaient l'entendre que j'étais déraisonnable et que notre mariage s'était terminé à cause de mes problèmes. Aucun de ses amis ne connaîtrait jamais la vérité sur ce qu'il avait fait ou pourquoi je l'avais quitté. Mon rendez-vous de thérapie avec Claire était ce jeudi après-midi. Je la voyais depuis 3 semaines, et nous avions surtout parlé des problèmes de confiance et de comment traiter tout ce qui concernait Julien. Mais cette séance, je lui ai parlé d'Antoine et j'ai réalisé en parlant que j'étais peut-être encore plus en colère contre lui que contre Julien. Claire m'a demandé d'expliquer ce que je voulais dire. J'ai dit que Julien était égoïste et paresseux et prenait la solution de facilité pour tout. Donc, d'une certaine manière, son comportement avait du sens, même s'il était terrible. Mais Antoine savait exactement ce qu'il faisait. Il écrivait ces mots magnifiques en sachant que je tomberais amoureuse d'eux. Il m'a regardé pleurer sur des lettres qu'il écrivait tout en faisant semblant d'être heureux pour moi et Julien. Il est venu à notre mariage et a fait un discours sur l'amitié tout en sachant que le marié n'avait même pas écrit ses propres vœux. Antoine a eu 5 ans pour me dire la vérité ou pour arrêter d'aider Julien à me mentir, et il a choisi de continuer. Il a choisi de me regarder tomber plus amoureuse de mots qui venaient de son cœur, mais qui étaient prononcés par quelqu'un qui ne les pensait pas. Claire a souligné que les sentiments d'Antoine pour moi rendaient probablement la chose plus compliquée pour lui.
J'ai dit que cela rendait en fait la chose pire parce que cela signifiait qu'il utilisait ses vraies émotions pour me manipuler à travers Julien. Chaque belle phrase était le sentiment authentique d'Antoine que je ne pourrais jamais avoir parce qu'il était trop occupé à aider Julien à me piéger. Claire a suggéré que peut-être Antoine pensait qu'aider Julien était le seul moyen de rester proche de moi. Je lui ai dit que cela ne rendait pas les choses meilleures. Cela les rendait plus tordus et égoïstes. Au moment où j'ai quitté son cabinet, je me sentais épuisé d'en avoir parlé, mais aussi plus clair sur la raison pour laquelle la trahison d'Antoine faisait si mal. Sophie m'a envoyé un email le lendemain matin avec une pièce jointe de l'hôtel de la lune de miel. Ils avaient trouvé les images de sécurité de l'incident du balcon et les avaient envoyées. J'ai téléchargé le fichier vidéo et j'ai regardé Julien arracher le téléphone d'Antoine de ma main, marcher jusqu'au balcon et le jeter par-dessus la rambarde. Toute la scène a pris peut-être 15 secondes, mais on pouvait voir le visage de Julien clairement. Il n'était pas ivre ou confus. Il savait exactement ce qu'il faisait. Sophie a appelé juste après que j'ai fini de regarder et a dit « C'est énorme pour notre dossier ». La vidéo montrait quelque chose appelé la conscience de la culpabilité, ce qui signifiait que Julien savait qu'il avait fait quelque chose de mal et essayait de détruire les preuves de cela. Un juge verrait cela et comprendrait que Julien a jeté le téléphone parce qu'il ne voulait pas que quiconque voie ce qu'il y avait dessus. La préméditation était évidente à la vitesse et à la détermination avec lesquelles il avait agi. Sophie semblait plus excitée que je ne l'avais entendu depuis que nous avions commencé à travailler ensemble. Elle a dit que cette seule pièce à conviction pourrait faire la différence pour obtenir l'approbation de l'annulation parce qu'elle prouvait que Julien savait que son mariage était basé sur des mensonges valant la peine d'être cachés. 3 semaines avant notre date d'audience prévue, Sophie a appelé pour me dire que l'avocat de Julien avait demandé une médiation. Elle a expliqué que c'était assez normal dans les cas de divorce et que cela signifiait que nous nous assiérions avec une tierce partie neutre pour essayer d'arranger les choses avant d'aller au tribunal. J'ai demandé si nous devions le faire et elle a dit non, mais elle pensait en fait que nous devrions. La médiation pourrait être utile stratégiquement car elle nous donnerait une chance de voir ce que le camp de Julien prévoyait d'argumenter. Nous pourrions aussi l'utiliser pour montrer que nous avons essayé de trouver un règlement raisonnable, ce qui ferait bonne impression devant un juge si nous finissions au tribunal de toute façon. Mais Sophie m'a prévenu que la médiation serait brutale émotionnellement parce que je devrais m'asseoir dans la même pièce que Julien et l'entendre essayer de justifier tout ce qu'il avait fait. Je devrais rester calme pendant que son avocat me dépeindrait comme déraisonnable ou vindicative. Elle a dit que c'était entièrement à moi de décider, mais elle voulait que je sache dans quoi je m'engageais. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une journée pour y réfléchir. Cette nuit-là, j'ai appelé Manon et je lui ai tout expliqué. Elle a écouté tranquillement et a ensuite dit qu'elle viendrait attendre dans le hall pendant la médiation si je décidais de le faire. Elle a dit que je ne serais pas seul même si je devais entrer dans cette pièce toute seule. J'ai appelé Sophie le lendemain matin et je lui ai dit que je ferais la médiation. Elle l'a programmée pour dans 2 semaines et a dit qu'elle me préparerait à ce qui m'attendait. La veille de la médiation, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au fait de voir Julien face à face et à ce que je dirais s'il essayait de s'excuser à nouveau. Vers 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour regarder les dossiers de preuves que Sophie avait organisés pour notre affaire. J'ai trouvé le dossier avec les messages non envoyés d'Antoine et j'ai commencé à les lire même si je savais que cela me ferait me sentir plus mal. Les messages remontaient à 5 ans, juste après que Julien nous ait présentés pour la première fois. Antoine a écrit qu'il ne pouvait s'arrêter de penser à moi après notre rencontre. Combien il souhaitait que Julien gâche tout pour qu'il puisse avoir une chance. Combien il se détestait d'aider Julien parce que cela signifiait me regarder tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Les messages devenaient plus détaillés avec le temps. Antoine écrivait sur des moments précis de notre relation, comme mon dîner d'anniversaire où Julien m'a offert ce livre en édition originale. Le message d'Antoine de ce soir-là disait qu'il avait passé 3 heures dans 5 librairies différentes pour trouver l'exemplaire parfait, et que Julien ne l'avait même jamais remercié. Un autre message datait du soir où Julien a fait sa demande. Antoine a écrit qu'il avait édité le discours de la demande 17 fois pour qu'il soit parfait et a ensuite dû regarder Julien prononcer ces mots pendant que je pleurais des larmes de joie. Les messages les plus récents dataient de la semaine de notre mariage. Antoine a écrit à quel point j'étais belle au dîner de répétition, comment il avait failli me dire la vérité une 12aine de fois mais n'avait pas pu le faire. Comment il savait que je le détesterais après avoir découvert la vérité, mais au moins il serait enfin libéré du secret. Le dernier message datait du jour de notre mariage, écrit des heures après la cérémonie. Antoine a dit que me regarder épouser Julien tout en lisant ses vœux était le pire moment de sa vie.
Il a dit qu'il avait gâché toute chance pour nous d'être un jour ensemble en restant silencieux si longtemps. Il a dit qu'il méritait tout ce qui arriverait ensuite. J'ai fermé l'ordinateur portable en me sentant malade, en colère et triste tout à la fois. Je ne pouvais même pas savoir si les sentiments d'Antoine étaient réels ou s'il s'était convaincu qu'il m'aimait pour justifier son rôle dans les mensonges de Julien. Peut-être qu'Antoine aimait juste le drame des sentiments secrets et de l'amour non partagé. Peut-être qu'il aimait avoir du pouvoir sur notre relation en contrôlant les mots que Julien utilisait. Je ne saurais jamais la vérité sur les motivations d'Antoine, et cette incertitude rendait tout pire. La médiation était prévue à 10h du matin dans un cabinet d'avocats du centre-ville. Manon m'y a conduite et est entrée pour attendre dans le hall comme elle l'avait promis. Sophie m'a retrouvé dans le couloir, et nous avons passé en revue les instructions de dernière minute. Elle m'a rappelé de rester calme quoi que Julien dise, de la laisser faire la majeure partie de la conversation, de ne pas m'engager directement avec Julien à moins que le médiateur ne me pose spécifiquement une question. Elle m'a serré l'épaule et a dit « Tu peux le faire ». Nous sommes entrés dans la salle de conférence et j'ai vu Julien assis de l'autre côté de la table avec son avocat. Il avait l'air terrible. Son visage était pâle et il avait des cernes sous les yeux comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Ses cheveux étaient en désordre et il avait perdu du poids. Une partie de moi se sentait satisfaite de le voir souffrir parce que cela signifiait que cela l'affectait vraiment. Mais surtout, je me sentais juste vide et fatigué, comme si j'avais épuisé toute mon énergie émotionnelle et qu'il ne me restait plus rien. Monsieur Alexandre s'est installé dans son fauteuil en bout de table et a ouvert un dossier en cuir. Il a expliqué comment fonctionnait la médiation et a dit que nous aurions chacun la chance de partager notre version. Avant même qu'il ait fini de parler, le visage de Julien s'est effondré et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu me blesser. Il a dit qu'il avait juste paniqué quand il s'agissait d'exprimer ses sentiments et qu'il avait fait de mauvais choix. Sa voix tremblait et il s'essuyait les yeux du revers de la main. Il a dit qu'il m'aimait et qu'il m'avait toujours aimé. Son avocat lui a passé un mouchoir et il s'est mouché. Je suis resté parfaitement immobile à le regarder jouer ce spectacle d'émotions. Monsieur Alexandre s'est tourné vers moi et a demandé si je voulais répondre. J'ai pris une inspiration et j'ai gardé ma voix stable. J'ai exposé les faits un par un. Julien a payé Antoine pour écrire chaque communication romantique de notre relation de 5 ans. Le discours de la demande en mariage a coûté 300 €. Les vœux de mariage ont coûté 500 €. Les cartes d'anniversaire, les messages d'anniversaire, les lettres d'amour, tout acheté. J'ai expliqué l'exigence du fonds de fiducie selon laquelle Julien devait être marié avant 30 ans pour hériter de plus de 3 millions d'euros. J'ai mentionné que le 30e anniversaire de Julien était dans cette semaine. J'ai décrit comment Julien a jeté le téléphone d'Antoine d'un balcon pour détruire des preuves. Le visage de monsieur Alexandre a changé pendant que je parlais. Son calme professionnel a glissé et il a semblé mal à l'aise. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Julien comme s'il essayait de comprendre quel genre de personne fait une chose pareille. Sophie a ouvert sa mallette et a sorti une épaisse pile de documents. Elle a posé l'appareil d'enregistrement sur la table en premier. Elle a expliqué que c'était Julien disant à Antoine son plan de divorcer de moi dans 2 ans une fois le fonds de fiducie débloqué. Elle a montré des relevés bancaires avec des transferts surlignés à Antoine étiquetés comme frais de consultation, 30 000 € sur 5 ans. Elle a présenté les documents du fonds de fiducie avec les exigences de mariage encerclées en rouge. L'avocat de Julien a bondi en disant que les sentiments peuvent grandir avec le temps. Il a soutenu que peut-être les intentions de Julien avaient commencé d'une certaine manière mais avaient évolué vers un véritable amour. Sophie a sorti un calendrier montrant que Julien avait fait sa demande exactement 18 mois avant son 30e anniversaire. Elle a montré comment ce calendrier lui donnait assez de temps pour planifier un mariage et être marié en toute sécurité avant l'échéance. Le calendrier du fonds de fiducie détruisait tout argument sur l'évolution des sentiments. J'ai regardé Julien directement pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Je lui ai demandé quand il prévoyait de divorcer de moi. Il a secoué la tête et a dit qu'il n'avait jamais prévu de divorcer de moi du tout. Il a dit que l'enregistrement était sorti de son contexte. Il a dit qu'Antoine avait mal compris ce qu'il voulait dire. Sophie a pris l'appareil d'enregistrement et a appuyé sur lecture. La voix de Julien est sortie du haut-parleur, claire et stable. Il disait à Antoine qu'il donnerait 2 ans au mariage pour le rendre crédible. Il a dit qu'une fois le fonds de fiducie débloqué et qu'il aurait le contrôle de l'argent, il demanderait le divorce, citant l'incompatibilité. Il a dit que 2 ans étaient assez long pour que personne ne remette cela en question.
L'enregistrement a joué dans la salle de conférence silencieuse et le visage de Julien est devenu blanc. Son avocat a fermé les yeux. Julien n'avait aucune réponse parce qu'il n'y avait rien à dire. Ses propres mots le condamnaient. Monsieur Alexandre a suggéré que nous prenions une pause de 15 minutes. Tout le monde a commencé à se lever et Julien s'est dirigé vers moi. Sophie s'est interposée directement entre nous avant qu'il ne s'approche. Julien m'a regardé par-dessus l'épaule de Sophie et a dit que je lui manquais. Il a dit qu'il voulait arranger les choses. Il a demandé si nous pouvions parler en privé, comme si j'étais censé tout oublier et redevenir son épouse commode. Comme si 5 ans de mensonges pouvaient être réparés avec une conversation privée. Sophie a dit à Julien de reculer et il l'a fait. Son avocat a mis une main sur son épaule et l'a guidé vers la porte. Ils ont quitté la salle de conférence et j'ai entendu leur voix dans le couloir. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Manon a envoyé un texto demandant comment je tenais le coup. J'ai répondu que ça allait. J'ai réalisé que je le pensais vraiment. Voir Julien en personne aurait dû me dévaster. Entendre ses faibles excuses aurait dû me faire douter de moi-même, mais au lieu de cela, je me sentais calme et lucide. Chaque mot qui sortait de sa bouche ne faisait que confirmer que partir était le bon choix. Les pleurs, les déclarations d'amour, la demande d'arranger les choses. Tout cela n'était que plus de manipulation. Plus de mots qui ne signifiaient rien. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé Sophie. Elle a demandé si j'étais prête à y retourner. J'ai hoché la tête. Nous sommes retournés dans la salle de conférence et tout le monde a pris place. Monsieur Alexandre a demandé si nous étions prêts à continuer. J'ai dit que j'avais une demande. J'ai dit à Monsieur Alexandre que je voulais que Julien lise ses vœux de mariage à haute voix, ce qu'Antoine avait réellement écrit. L'avocat de Julien a immédiatement objecté. Il a dit que c'était inutilement cruel et ne servait à rien. Monsieur Alexandre m'a regardé et a demandé pourquoi c'était pertinent. J'ai expliqué que comprendre le préjudice émotionnel nécessitait de comprendre la profondeur de la tromperie. Ce n'était pas n'importe quel mot. C'étaient des vœux de mariage, les promesses les plus importantes de notre relation, et ils avaient été achetés. Monsieur Alexandre a réfléchi un moment, puis a dit, si c'est pertinent pour comprendre le préjudice émotionnel, je l'autorise. Julien a dit non. Il a dit qu'il n'allait pas le faire. Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Sophie a pris la parole calmement. Elle a dit, si nous allions au tribunal, nous avons des enregistrements de Julien s'entraînant aux vœux avec Antoine. Nous avons des emails discutant du choix des mots et des modifications. Nous avons les registres de paiement. Elle a dit que nous ferions jouer tout cela devant un juge de toute façon. Elle a suggéré qu'il ferait aussi bien de coopérer maintenant. Les mains de Julien ont commencé à trembler. Il a sorti son téléphone et a fait défiler ses fichiers. Ses doigts tremblaient alors qu'il trouvait le document. Julien a commencé à lire et sa voix s'est brisée sur la première phrase. Il a lu à propos du fait que j'étais son âme sœur et sa meilleure amie. Il a lu sur l'amour éternel et les liens indestructibles. Il a lu comment nos âmes s'étaient reconnues au moment où nous nous sommes rencontrés. Chaque mot était beau et romantique et complètement faux. J'écoutais les phrases soigneusement élaborées d'Antoine sortir de la bouche de Julien. Julien trébuchait sur certains mots et devait recommencer des phrases. Sa voix n'arrêtait pas de se briser. Je l'ai regardé lutter à travers des paragraphes sur le dévouement et le partenariat et le fait de vieillir ensemble. Je ne ressentais absolument rien d'autre que du soulagement d'en sortir. C'était la conclusion dont je ne savais pas que j'avais besoin. Entendre la vérité derrière chaque phrase, savoir exactement ce que ces mots avaient coûté et qui les avait vraiment écrits, Julien pouvait à peine finir. La dernière ligne parlait de me choisir chaque jour pour le reste de sa vie. Sa voix était à peine un murmure à la fin. Un silence complet a rempli la pièce après que Julien a arrêté de lire. Personne n'a bougé ou parlé. Même le propre avocat de Julien avait l'air dégoûté. Il fixait son bloc-notes comme s'il ne pouvait pas supporter de regarder son client. Monsieur Alexandre s'est raclé la gorge. Il a dit doucement qu'en 20 ans de médiation, c'était l'un des cas les plus clairs d'incitation frauduleuse au mariage qu'il ait rencontré. Il a dit que les preuves étaient accablantes. L'intention était documentée. La tromperie était systématique et calculée. Il a regardé Julien et a dit, il ne s'agissait pas de mauvaises compétences en communication ou de luttes émotionnelles. C'était de la fraude. L'avocat de Julien a demandé une conférence privée avec son client. Ils ont quitté la pièce et tout le monde est resté assis là en silence.
J'ai fixé la table et j'ai essayé d'empêcher mes mains de trembler. Sophie s'est penchée et a chuchoté que c'était bon, qu'il paniquait. J'ai hoché la tête mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas croire que cela arrivait vraiment. 20 minutes plus tard, ils sont revenus et Julien avait l'air d'avoir pleuré. Son avocat s'est assis et s'est raclé la gorge. Il a dit que son client était prêt à accepter l'annulation. Julien me paierait 200 000 € et couvrirait tous mes frais juridiques. Il n'y aurait pas de NDA. J'ai regardé Sophie et elle m'a serré la main sous la table. Elle leur a demandé de répéter les termes pour le dossier. L'avocat de Julien a tout repris pendant que Julien fixait juste ses mains. L'accord a été rédigé directement dans la salle de médiation. Quelqu'un a apporté un ordinateur portable et a commencé à taper l'accord. Il a fallu 1 heure pour obtenir tout le langage correct et s'assurer que tout était inclus. Julien est resté assis là tout le temps, l'air misérable pendant que son avocat examinait chaque section. Quand la version finale a été prête, ils l'ont imprimée et tout le monde a dû parapher chaque page. J'ai regardé Julien signer son nom encore et encore, 12 pages au total. Sa main tremblait tellement que sa signature semblait différente sur chaque page. Il a dû parapher la partie sur les 200 000 €. Il a dû parapher la partie sur l'aveu de fraude. Il a dû parapher la partie sur l'annulation étant basée sur sa tromperie. Chaque page était un autre rappel qu'il avait tout perdu. L'argent du fonds de fiducie dont il hériterait serait toujours de 3 millions d'euros. Mais maintenant, avec une énorme partie allant à moi, je ne ressentais rien en le regardant signer l'abandon de son plan parfait. Nous avons fini de tout signer et nous nous sommes levés pour partir. Julien a essayé de m'approcher une dernière fois dans le couloir à l'extérieur de la salle de médiation. Son avocat était déjà parti et il ne restait que lui, debout là, l'air pathétique. Il a dit qu'il était désolé et qu'il avait vraiment développé des sentiments pour moi avec le temps. Il a dit que la relation était devenue réelle pour lui, même si elle n'avait pas commencé de cette façon. Je l'ai regardé et je n'ai absolument rien ressenti à part de la fatigue. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'étaient de vrais sentiments. J'ai dit que j'espérais qu'un jour il comprendrait que les gens n'étaient pas juste des outils pour obtenir ce qu'ils voulaient. Puis je suis parti avec Sophie et je ne me suis pas retourné. Je l'ai entendu appeler mon nom, mais j'ai continué à marcher. 2 jours plus tard, j'ai reçu un texto d'une amie commune demandant si j'avais reçu le message d'Antoine. J'ai dit que je n'avais rien reçu d'Antoine. Elle a dit qu'il lui avait demandé de faire passer quelque chose parce que je l'avais bloqué partout. Elle m'a transféré son message. Il a dit qu'il déménageait dans une autre région pour prendre un nouveau départ. Il voulait que je sache qu'il était désolé pour tout. Il a dit qu'il comprenait si je ne lui pardonnais jamais, mais qu'il avait besoin que je sache que ses sentiments avaient toujours été réels. Je l'ai lu 2 fois et ensuite je l'ai supprimé sans répondre. Ses excuses ne signifiaient rien alors qu'il m'avait regardé épouser Julien, sachant que tout n'était que mensonge. Il aurait pu arrêter cela à n'importe quel moment pendant ces 5 ans. Il aurait pu me dire la vérité avant le mariage. Au lieu de cela, il a pris l'argent de Julien et a écrit de beaux mots pendant que je tombais amoureuse d'un fantôme. Je ne lui devais ni conclusion, ni pardon, ni rien d'autre. L'annulation a été finalisée 2 semaines plus tard. Sophie m'a appelé un mardi matin pour me dire que le juge avait tout signé. Elle a dit que c'était officiel maintenant. Le mariage était légalement nul comme s'il n'avait jamais eu lieu. J'ai demandé pour le fonds de fiducie de Julien et elle a dit qu'il y aurait toujours accès puisqu'il était techniquement marié à son 30e anniversaire, qui était dans 3 jours, mais le constat de fraude était dans le dossier public pour que tout le monde puisse le voir. Je l'ai remercié pour tout et j'ai raccroché. Puis je suis juste resté assise sur mon canapé pendant un moment à essayer de traiter le fait que mon mariage était effacé. 5 ans de ma vie avec Julien et un mariage de 2 semaines qui n'a légalement jamais existé. Je suis allé au tribunal le lendemain pour demander mon changement de nom. Le greffier m'a remis des formulaires et je les ai remplis là, au comptoir. Je reprenais mon nom de jeune fille. Chaque signature ressemblait à la reconquête de quelque chose que Julien avait essayé de me prendre. Le greffier a tamponné les formulaires et a dit que ce serait officiel dans quelques jours. Je suis sorti de ce tribunal en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Au cours de la semaine suivante, j'ai tout mis à jour. Mon permis de conduire, mes cartes de crédit, mon email professionnel, mes réseaux sociaux. Chaque document changé donnait l'impression d'effacer Julien de ma vie. J'ai recommencé à me présenter avec mon vrai nom. Et cela semblait juste d'une manière dont rien n'avait semblé juste depuis la lune de miel. Manon m'a organisé une fête d'annulation le week-end suivant.
Elle a décoré son appartement avec des ballons et a invité tous nos amis. Tout le monde a apporté des cadeaux pour mon nouveau départ. Quelqu'un m'a donné un ensemble de verres à vin. Quelqu'un d'autre m'a apporté une plante pour mon nouvel endroit. Puis Manon m'a tendu un paquet emballé et m'a dit de l'ouvrir en dernier. À l'intérieur se trouvait un journal avec « Écris ta propre histoire » gravé sur la couverture en lettres dorées. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des mois. Tout le monde a applaudi et nous avons bu trop de vin et je me suis senti sincèrement heureuse entourée de gens qui tenaient vraiment à moi. J'ai commencé à chercher un appartement la semaine suivante. J'avais besoin de mon propre espace quelque part qui n'avait rien à voir avec Julien. J'ai trouvé un 2 pièces à environ 20 minutes du travail. C'était petit, mais c'était à moi. Je n'avais jamais vécu seul auparavant, passant directement des colocataires de l'université à la vie avec Julien. J'ai signé le bail et j'ai eu les clés et je me suis tenue dans l'appartement vide, me sentant incroyablement puissante. Personne d'autre n'avait les clés de cet endroit. Personne ne pouvait juste entrer. Cet espace n'appartenait qu'à moi, et je pouvais en faire ce que je voulais. J'ai continué à voir Claire chaque semaine pour la thérapie. Elle m'a aidé à travailler sur tout et à reconnaître tous les signaux d'alarme que j'avais manqués. Je lui ai parlé de la façon dont Julien évitait toujours les conversations profondes. Comment il changeait de sujet chaque fois que j'essayais de parler de sentiments, comment il ne voulait jamais rencontrer ma famille seule, amenant toujours Antoine avec lui. Elle m'a aidé à voir que j'avais ignoré tant de signes avant-coureurs parce que je voulais croire aux contes de fées. Je voulais croire que les beaux mots de Julien signifiaient qu'il était l'homme parfait. J'apprenais à faire confiance à mon instinct à nouveau et à ne pas ignorer les problèmes juste parce que quelqu'un disait les bonnes choses. 3 mois après l'annulation, j'ai croisé l'un des garçons d'honneur de Julien dans un café. Je commandais mon habituel quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Je me suis retourné et il y avait Damien, qui avait été l'un des garçons d'honneur de Julien au mariage. Il avait l'air mal à l'aise, mais est venu quand même. Il a dit qu'il avait entendu parler de tout et voulait que je sache que la plupart des garçons d'honneur pensaient que Julien était un idiot. Puis il m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit que Julien et Antoine n'étaient plus amis. Apparemment, Julien blâmait Antoine pour tout ce qui s'était effondré. Il avait dit aux gens qu'Antoine avait saboté son mariage parce qu'Antoine était jaloux. Damien a dit que c'était typique de Julien refusant de prendre la moindre responsabilité pour ses propres actions. Je l'ai remercié de me l'avoir dit et je suis parti avec mon café. Je n'étais pas surprise que Julien ne puisse même pas assumer ce qu'il avait fait. Il s'était probablement convaincu maintenant qu'il était la victime dans tout ça. J'ai téléchargé une application de rencontre quelques semaines plus tard et j'ai rempli mon profil honnêtement. J'ai écrit que je sortais récemment d'un mariage et que je ne cherchais rien de sérieux, juste des rendez-vous décontractés et de bonnes conversations. Le premier gars que j'ai rencontré pour un café a parlé de son travail pendant 40 minutes d'affilée sans me poser une seule question. Le deuxième a passé tout le temps à se plaindre de son ex. Le troisième gars semblait assez gentil jusqu'à ce qu'il me demande si je voulais venir chez lui après 20 minutes. J'ai supprimé l'application et j'ai dit à Manon que je n'étais pas encore prête pour ça. Elle a dit que c'était bon et a suggéré que nous nous concentrions juste sur le fait de nous amuser au lieu de forcer quoi que ce soit. Nous avons commencé à aller à des soirées quiz dans un bar près de chez elle et j'ai vraiment ri sans penser à Julien pendant des heures à la fois. Mon compte bancaire a affiché un nouveau dépôt un matin alors que je prenais un café. 200 000 € juste là avec un numéro de référence de l'avocat de Julien. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant 1 minute entière en essayant de réaliser que cet argent était réel et à moi. J'ai remboursé mes prêts étudiants le jour même, regardant le solde tomber à 0 après des années de paiement mensuel. Puis j'ai appelé un agent immobilier et j'ai commencé à regarder des appartements dans des quartiers où je voulais vraiment vivre, pas des endroits que Julien avait choisis parce qu'ils étaient proches de ses parents. J'ai trouvé un petit 3 pièces avec de grandes fenêtres et un balcon, j'ai versé 20% d'apport et signé les papiers en 3 semaines. Le reste de l'argent du règlement est allé sur un compte d'épargne à haut rendement pour mon avenir, quel qu'il soit. Manon nous a réservé des vols pour la Martinique 2 mois plus tard, disant que nous avions toutes les deux besoin de vraies vacances après tout ça. Nous avons séjourné dans un complexe à Sainte-Anne et passé nos journées sur la plage à boire des cocktails fruités et nos nuits à danser dans les bars de l'hôtel. Un soir, nous nous sommes tellement saoulés que nous avons essayé de convaincre le barman de nous apprendre à faire des métés et avons fini par renverser du rhum partout sur le bar. Nous avons ri si fort que je ne pouvais plus respirer et j'ai réalisé que je me sentais sincèrement heureuse pour la première fois depuis avant que Julien ne fasse sa demande sur cette plage il y a 5 ans. C'était ce à quoi une lune de miel aurait dû ressembler. Entouré de quelqu'un qui tenait vraiment à moi et voulait que je sois heureuse.
6 mois avaient passé depuis qu'Antoine avait jeté son téléphone de ce balcon et que toute ma vie s'était effondrée. Je vivais dans mon propre appartement avec des meubles que j'avais choisis moi-même et une hypothèque et seulement mon nom. J'avais commencé à voir quelqu'un de nouveau nommé Clément qui travaillait à la salle de sport que j'avais rejointe. Ses textos étaient parfois maladroits et il n'était définitivement pas un poète. Mais tout ce qu'il me disait venait de lui, et cela importait plus que des mots parfaits ne le pourraient jamais. Nous sommes allés à de vrais rendez-vous où il me posait des questions et se souvenait de mes réponses. Il m'a écrit une carte d'anniversaire de sa propre écriture désordonnée avec des fautes d'orthographe, et cela signifiait plus pour moi que chaque belle lettre qu'Antoine avait écrite pour Julien. J'avais appris que de jolis mots sans sentiment réel derrière n'étaient que des sons vides.